Une femme âgée achète un domaine agricole abandonné, mais ce qu'elle trouve sous le plancher la laisse en larmes. Monique Leroy avait à peine 2300 € sur son compte lorsque son stylo a paraphé les documents de vente. Cet argent représentait l'intégralité de ce qui lui restait après une vie entière de labeur, et elle était sur le point de tout miser sur un lieu dont personne ne voulait. Le notaire, un homme à l'air solennel, la dévisagea avec une pitié non dissimulée en lui tendant le lourd trousseau de clés anciennes. Le domaine se trouvait à 40 km de Digne-les-Bains, en plein cœur de la Provence, et gisait à l'abandon depuis plus de 20 ans. Monique ne sourcilla pas. À 68 ans, veuve depuis 3 ans, elle avait un besoin viscéral d'un nouveau départ. L'appartement qu'elle louait en ville devenait une charge financière insupportable, et sa modeste pension de retraite couvrait à peine ses dépenses les plus élémentaires. « Vous êtes absolument certaine, Madame Leroy ?» demanda le notaire pour la 3e fois, sa voix empreinte d'une inquiétude sincère. « Cet endroit est en ruine. »« J'en suis certaine, » répondit Monique, sa main se refermant fermement sur les clés froides. Elle ne lui confia pas que c'était sa toute dernière chance. Elle ne lui dit pas qu'elle avait perdu son travail de femme de ménage après que sa patronne eut décidé d'embaucher quelqu'un de plus jeune et de plus vif. Elle ne lui dit pas non plus que le propriétaire de son appartement lui avait signifié son congé pour vendre le bien. Et elle ne lui avoua certainement pas que, 2 semaines plus tôt, elle s'était évanouie de faim au milieu du marché hebdomadaire. Le lendemain, Monique monta dans le car régional en direction du domaine. Pour tout bagage, elle n'avait qu'une vieille valise cabossée contenant ses vêtements et une couverture que sa voisine lui avait offerte en guise de cadeau d'adieu. Le chauffeur la déposa au bord d'un chemin de terre, désignant de la main un sentier à peine visible qui serpentait à travers les herbes hautes et les chardons. « C'est par là, Madame Monique. Bonne chance. » Elle marcha pendant près d'une demi-heure sous le soleil écrasant de Provence. La valise semblait peser 1 tonne et ses jambes endolories protestaient à chaque pas. Mais lorsqu'elle aperçut enfin la bâtisse au loin, quelque chose en elle s'éveilla. La maison principale était une grande construction en pierre sombre, avec un toit de tuiles provençales qui avait manifestement connu des jours meilleurs. De nombreuses tuiles étaient brisées ou manquantes, créant des brèches sombres dans la toiture. Les fenêtres n'avaient plus de vitres, et la porte d'entrée massive pendait tristement sur un seul gond. Monique prit une profonde inspiration, humant l'air chargé des senteurs de thym et de romarin sauvage, et continua d'avancer. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ceci était sa nouvelle demeure, qu'elle le veuille ou non. En poussant la porte, celle-ci émit un grincement strident qui fit s'envoler une colonie d'oiseaux ayant élu domicile dans les poutres du plafond. L'odeur de moisi et d'abandon était forte, mais pas insupportable. La pièce principale était vaste, avec un sol en tomates anciennes couvert d'une épaisse couche de poussière grise. Dans un coin, un vieux canapé éventré servait de refuge à une famille de souris qui détala à son arrivée. Monique posa sa valise et fit un tour sur elle-même, examinant les lieux. Une imposante cheminée en pierre occupait tout un pan de murs, noirci par d'innombrables feux et contenant encore les vestiges calcinés d'une dernière flambée. Une table de salle à manger était renversée au centre de la pièce, et partout sur le sol jonchaient de vieux papiers, des bouteilles vides et des morceaux de bois pourris. Elle commença à traverser la pièce, marchant avec précaution sur les tomates qui semblaient instables par endroits. C'est alors qu'elle buta sur quelque chose. Baissant les yeux, elle vit un tapis enroulé sur lui-même, si encrassé qu'il était impossible d'en deviner la couleur ou le motif d'origine. Pour une raison qu'elle ne parvenait pas à expliquer, une impulsion la poussa à le dérouler. Peut-être parce que c'était le seul objet dans cette pièce qui semblait avoir eu une certaine valeur autrefois. Elle s'accroupit, ignorant la douleur fulgurante dans ses genoux, et commença à tirer sur le lourd tissu. Le tapis était collé au sol par endroits, comme s'il avait été mouillé puis avait séché là, fusionnant avec la poussière et le temps. Monique tira plus fort, avec toute l'énergie du désespoir, et parvint finalement à l'écarter. En dessous, les tomates étaient plus sombres, comme protégées de la lumière pendant des décennies. Mais il y avait autre chose. L'une des larges lattes de bois qui composaient le plancher sous-jacent était légèrement soulevée, comme si quelqu'un avait tenté de l'arracher. Monique fit glisser ses doigts dans la fente et sentit que le bois bougeait. Son cœur se mit à battre plus vite. Ce n'était peut-être que l'œuvre des termites, mais une force intérieure la poussait à continuer. Elle chercha un levier et trouva un vieux tisonnier en fer dans l'âtre de la cheminée. Elle retourna vers la latte mobile et inséra le morceau de métal dans la fissure. Avec un craquement sinistre, le bois céda, révélant une cavité sombre en dessous. Monique s'agenouilla complètement, sans se soucier de la saleté qui souillait sa jupe, et plongea la main dans le trou.
Ses doigts rencontrèrent quelque chose de froid et de dur, du métal. Elle tira et sortit à la lumière du jour une caisse en bois cerclée de métal, aux serrures complètement rouillées. Les mains de Monique tremblaient si fort qu'elle eut du mal à manipuler l'objet. Les serrures étaient bloquées, mais si corrodées par le temps qu'une simple pression suffit à les briser. Le couvercle s'ouvrit dans un claquement sec. À l'intérieur, il y avait des photographies, des douzaines de photographies, certaines en noir et blanc, d'autres aux couleurs déjà passées. Monique saisit la première et sentit le souffle lui manquer. La photo montrait une famille posant devant cette même maison. Un homme moustachu, une femme en robe longue et 5 enfants d'âge différents. Mais ce ne fut pas la scène qui la laissa sans voix. C'était la plus jeune des enfants, une fillette de 3 ou 4 ans tout au plus, qui souriait à l'objectif. Sur le front de la petite, juste au-dessus du sourcil droit, il y avait une tache de naissance en forme de croissant de lune, exactement la même que celle que Monique portait au même endroit. Elle laissa tomber la photo comme si elle venait de se brûler. C'était impossible. Cela n'avait aucun sens. Monique prit une autre photo, puis une autre. Toutes montraient la même famille à différentes périodes. La petite fille à la tache de naissance apparaissait sur plusieurs d'entre elles, grandissant un peu à chaque cliché. Les mains secouées de tremblements incontrôlables, Monique dénoua le foulard qu'elle portait toujours autour de la tête. Ses amis disaient que ce foulard était sa marque de fabrique, mais la vérité était tout autre, elle l'utilisait pour dissimuler cette tache de naissance qui l'avait toujours fait se sentir différente. Monique passa les doigts sur le petit croissant de lune sur son front et regarda à nouveau la photo. C'était identique, parfaitement identique. Les larmes se mirent à couler avant même qu'elle ne puisse les retenir. Elle tombait sur les vieilles photos, maculant un peu plus le papier déjà fragilisé par les années. Monique ne tenta pas d'endiguer son chagrin. Pour la première fois de sa vie, elle voyait ce qui pourrait être la famille qu'elle n'avait jamais connue. Monique avait été adoptée alors qu'elle n'était qu'un bébé. Ses parents adoptifs, un couple de commerçants de Paris, ne lui avaient jamais caché la vérité. Ils avaient été aimants et attentionnés, mais avaient toujours affirmé ne rien savoir de sa famille biologique. Les papiers de l'adoption étaient succincts, mentionnant seulement qu'elle avait été confiée par une famille sans les moyens de l'élever. Toute sa vie, Monique avait porté une douleur silencieuse, celle de ne pas savoir d'où elle venait, de ne pas connaître son histoire. Ses parents adoptifs étaient décédés lorsqu'elle avait 20 ans, emportant avec eux toute chance d'en découvrir davantage. Elle avait bien tenté de chercher des informations, mais l'adoption avait été informelle, sans registres officiels. C'était comme si sa vie avait commencé à l'âge de 6 mois, sortie de nulle part. Et maintenant, à 68 ans, assise sur le sol poussiéreux d'un domaine abandonné qu'elle venait d'acheter avec ses dernières économies, Monique tenait entre ses mains des photographies qui pouvaient tout changer. Elle reporta son attention sur la caisse. En plus des photos, il y avait quelques papiers pliés. Avec une infinie précaution, elle les prit et commença à les déplier. Le premier était un acte de naissance, si ancien que l'encre était presque effacée. Monique approcha le papier de ses yeux, plissant le regard pour déchiffrer les mots. Le nom était taché, mais elle parvint à distinguer quelques lettres. La date de naissance la figea sur place. C'était exactement la même que celle qui figurait sur ses propres papiers d'identité, jour, mois et année. Ce ne pouvait être une coïncidence. Le second papier était une lettre. L'écriture était tremblante, tracée à la hâte. Monique lut les premières lignes et sentit sa poitrine se serrer. Si quelqu'un trouve ceci, s'il vous plaît, sachez que nous ne le voulions pas. Jamais nous n'avons voulu cela, mais nous n'avions pas le choix. La sécheresse a tout anéanti. Les récoltes sont mortes. Les bêtes sont parties et l'eau du puits est devenue mauvaise. Les enfants souffraient de la faim. Jean a tenté de trouver du travail en ville, mais il n'y avait rien. Nous avons vendu tout ce qui avait de la valeur, mais ce n'était pas suffisant. La lettre continuait, mais Monique dut s'arrêter de lire. Les larmes brouillaient sa vue et sa gorge était si nouée qu'elle pouvait à peine respirer. Elle replia le papier et le serra contre son cœur, se balançant d'avant en arrière comme une enfant. Sa famille ne l'avait pas abandonnée par manque d'amour. Il l'avait fait pour la sauver. Monique ignora combien de temps elle resta ainsi, assise, pleurant au milieu des photographies éparpillées autour d'elle. Le soleil, qui filtrait par les fenêtres brisées, changea de position, indiquant que les heures s'écoulaient. Mais elle ne bougea pas. Elle était piégée dans cet instant, entre le passé et le présent, essayant de comprendre la signification de tout cela. Lorsqu'elle parvint enfin à se relever,
ses jambes étaient engourdies et son corps tout entier était endolori. Elle ramassa délicatement les photographies, les rangea de nouveau dans la caisse en bois, mais garda la lettre dans ses mains. Elle devait lire le reste, même si cela devait la anéantir. Monique se dirigea vers une fenêtre et laissa la lumière naturelle éclairer le papier jauni. Elle prit une profonde inspiration et continua sa lecture. Nous avons décidé de garder les 4 aînés. Ils peuvent déjà aider aux travaux. Mais la petite Monique, notre dernière, qui tête encore, a besoin de soins que nous ne pouvons plus lui donner. Le curé du village a dit qu'il connaissait un bon couple à Paris qui ne peut pas avoir d'enfants. Ils prendront bien soin d'elle, lui donneront la vie que nous n'avons pas pu lui offrir. Monique porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. Son nom était là, écrit dans la lettre. C'était bien elle, il n'y avait plus aucun doute. Jean et moi avons juré qu'un jour nous reviendrions la chercher, quand les choses iraient mieux, quand nous aurions de nouveau les moyens. Nous avons caché tout ce qui pourrait l'aider à nous retrouver sous le plancher de la pièce principale, à l'endroit exact où elle a fait ses tout premiers pas. Si jamais notre Monique revient dans cette maison, elle saura que nous n'avons jamais cessé de l'aimer. Marie Leroy, mai 1957. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément ceux qui, comme nous, débutent. Continuons. Monique lut le nom de sa mère 3 fois, Marie Leroy. Elle aussi portait le nom de Leroy, car ses parents adoptifs avaient conservé son nom de famille d'origine. C'était l'une des rares informations qu'il possédait lorsqu'il l'avait accueillie. La lettre était datée de mai 1957. Monique était née en novembre 1956. Elle avait à peine 6 mois lorsqu'elle avait été confiée à l'adoption. Et maintenant, près de 70 ans plus tard, elle était de retour dans la maison où elle avait fait ses premiers pas. Elle regarda la pièce principale avec un regard neuf. Ses murs avaient été les témoins de ses premiers instants de vie. Sa mère, Marie, avait marché sur ce même sol. Son père, Jean, s'était réchauffé près de cette même cheminée. Et ses frères et sœurs. Monique avait des frères et sœurs. La révélation la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Elle avait une famille. Peut-être en avait-elle encore une. Ils pouvaient être en vie, quelque part. Elle devait les trouver. Elle devait savoir ce qui s'était passé après son départ. Mais d'abord, elle devait comprendre ce domaine. Savoir pourquoi il était abandonné, pourquoi personne n'était jamais revenu chercher ses photographies et cette lettre si précieuse. Monique passa le reste de l'après-midi à explorer la maison. Elle découvrit 3 chambres, toutes vides à l'exception de quelques vieux lits aux matelas éventrés par les rats. La cuisine possédait un poêle à bois rouillé et un garde-manger sans porte. La salle de bain n'avait pas de tuyauterie, juste un trou dans le sol qui devait autrefois servir de fosse. Dans la plus grande chambre, elle fit des découvertes plus émouvantes. Une vieille commode contenait encore quelques tiroirs qui s'ouvraient. À l'intérieur, des vêtements d'enfant, si anciens qu'ils tombaient en poussière au toucher. Monique prit délicatement une petite robe blanche et vit qu'elle était ornée de broderies faites à la main sur l'ourlet. Son cœur se serra à l'idée que sa mère avait pu coudre cela pour elle. Il y avait aussi quelques jouets en bois faits à la main, un cheval à bascule, une poupée sans visage, une toupie. Des objets simples, mais fabriqués avec amour. Monique rassembla tout dans un coin de la pièce. C'étaient des trésors. Alors que la nuit commençait à tomber, Monique réalisa qu'elle n'avait rien à manger et pas de lumière. Le domaine n'avait plus d'électricité depuis des années. Elle s'enveloppa dans la couverture qu'elle avait apportée et s'allongea sur le sol de la pièce principale, à côté de la caisse contenant les photographies. Le silence de la nuit à la campagne était différent de tout ce qu'elle connaissait. Loin des bruits de la ville, elle entendait chaque craquement du bois, chaque murmure des feuilles à l'extérieur. Mais elle n'eut pas peur. Pour la première fois depuis des années, Monique se sentit chez elle. Elle fut réveillée par le chant du coq. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir où elle était, mais quand la réalité lui revint, elle ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété. Elle avait tant à faire. Nettoyer la maison, essayer de réparer ce qui pouvait l'être. Mais plus important encore, elle devait trouver quelqu'un qui pourrait lui parler de la famille Leroy. Monique utilisa un peu de l'eau qu'elle avait apportée dans une bouteille pour se laver le visage. Puis elle reprit le chemin de terre en direction de la ville. Elle devait acheter quelques provisions de base et, si possible, parler avec les anciens de la région. Dans la petite épicerie du centre de Digne-les-Bains, elle acheta du pain, du café, quelques boîtes de sardines et des bougies.
Ses économies fondaient rapidement, mais elle s'efforça de ne pas y penser. Pendant que le propriétaire emballait ses achats, Monique se risqua à poser une question. Vous connaissez quelqu'un qui a vécu ici depuis très longtemps? Je veux dire, une personne très âgée qui pourrait se souvenir des années 50? L'homme, qui devait avoir la cinquantaine, se gratta la tête, pensif. Il y a Georges Dubois. Il habite près de l'église. Il doit avoir dans les 80 ans, peut-être plus. Il a vécu ici toute sa vie. Si quelqu'un sait quelque chose sur le passé de ce village, c'est bien lui. Monique le remercia et se dirigea dans la direction indiquée. Elle trouva la maison sans difficulté. C'était une construction simple mais bien entretenue, avec un jardin fleuri en façade. Elle frappa à la porte et attendit. Un homme très âgé lui ouvrit. Il était mince, le dos voûté, mais ses yeux étaient vifs et attentifs. Il la toisa de la tête aux pieds avant de parler. « Je peux vous aider? Je m'appelle Monique Leroy. Je viens d'acheter l'ancien domaine des Leroy, sur le chemin du Rosier. Le propriétaire de l'épicerie m'a dit que vous auriez pu connaître la famille qui y vivait. » Le visage du vieil homme se transforma. Ses yeux s'écarquillèrent et il fit un pas en arrière. « Leroy. Le domaine des Leroy. Oui, monsieur. » Il garda le silence un long moment, se contentant de la fixer. Puis, lentement, son regard se porta sur le front de Monique, là où la tache de naissance était partiellement visible sous son foulard. « Entrez, dit-il finalement, en ouvrant plus grand la porte. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. La maison de Georges Dubois était accueillante. Elle était meublée de vieux meubles bien conservés et une odeur de café fraîchement préparé flottait dans l'air. Il indiqua une chaise à Monique et s'assit en face d'elle, la regardant toujours avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Alors, vous avez acheté le domaine, dit-il lentement. Après toutes ces années, quelqu'un l'a enfin acheté. Oui, il est très délabré, mais c'est tout ce que je pouvais me permettre. Et pourquoi une femme de votre âge achèterait-elle un tel endroit? » Monique hésita. Elle ne savait pas si elle devait raconter sa découverte, mais quelque chose dans le regard du vieil homme l'incita à la confiance. « Parce qu'hier, j'ai trouvé une caisse enterrée sous le plancher de la pièce principale. Avec des photographies et une lettre. Et j'ai découvert que ce domaine appartenait à ma famille biologique. J'ai été adopté bébé et je n'ai jamais rien su de mes origines. Jusqu'à hier. » Georges Dubois ferma les yeux et soupira profondément. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « J'ai connu les Leroy, dit-il. Je les ai très bien connus. Jean était mon meilleur ami. Nous avons grandi ensemble, travaillé ensemble. Et j'étais là quand ils ont dû prendre la décision la plus difficile de leur vie. » Monique sentit son cœur s'emballer. « Vous avez connu mes parents? Vous savez ce qui leur est arrivé? Je le sais. Et je vais vous raconter tout ce que je sais. Mais d'abord, laissez-moi bien voir votre front. » Monique retira complètement son foulard. La tache de naissance en forme de croissant de lune devint entièrement visible. Georges Dubois se leva, s'approcha d'elle et toucha légèrement la marque du bout de son doigt. « C'est toi, dit-il, la voix brisée. » Après toutes ces années, la petite Monique est rentrée à la maison. Les larmes se remirent à couler des yeux de Monique, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était du soulagement, de l'espoir, le sentiment d'appartenir enfin à quelque chose. « Racontez-moi tout, demanda-t-elle. S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. » Georges Dubois retourna à sa chaise et commença à parler. Sa voix était lente, chargée de souvenirs anciens. Les années 50 ont été très dures ici dans la région. Il y a eu une sécheresse terrible entre 1955 et 1958. Les récoltes ont péri, le bétail n'avait plus rien à manger, et beaucoup de gens ont souffert de la faim. La famille Leroy possédait ce domaine depuis des générations, mais même cela n'a pas suffi. La sécheresse a tout détruit. Jean a tout essayé. Il a travaillé du matin au soir. Il a contracté des prêts qu'il n'a pas pu rembourser. Il a vendu tout ce qui avait un peu de valeur. Mais ce n'était pas assez. Marie, ta mère. Elle t'allaitait, mais elle-même n'avait pas de quoi manger. Son lait se tarissait, et tu pleurais de faim jour et nuit. Monique porta la main à sa bouche, essayant de contenir ses sanglots. Ils avaient 4 autres enfants, 2 garçons et 2 filles, tous plus âgés que toi. Les enfants étaient faibles, malades.
Marie et Jean ont dû faire un choix impossible. Soit ils mouraient tous de faim ensemble, soit ils te donnaient en adoption pour que tu aies une chance de survivre. Le curé du village, le père Michel, connaissait un couple à Paris qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a garanti que c'était de bonnes personnes, qu'ils prendraient bien soin de toi. Alors, une nuit de mai, Jean et Marie t'ont enveloppé dans une couverture, pleurant comme si le monde s'effondrait, et t'ont confié au curé. J'étais là, continua Georges Dubois. C'est moi qui ai conduit Jean au village cette nuit-là. Il n'arrêtait pas de pleurer. Il disait qu'il trahissait sa propre fille, qu'il était un lâche. Mais j'ai vu l'amour dans ses yeux. Il faisait ça parce qu'il t'aimait, pas parce qu'il ne t'aimait pas. Monique ne pouvait s'arrêter de pleurer. Toutes ces décennies à se demander pourquoi elle avait été abandonnée, à porter le fardeau du rejet, pour découvrir que c'était tout le contraire. Ses parents l'avaient tellement aimée qu'ils avaient fait le plus douloureux des sacrifices. Et après, demanda-t-elle quand elle put enfin parler. Qu'est-il arrivé après mon départ? Le visage de Georges Dubois s'assombrit encore. Les choses sont restées difficiles pendant un certain temps, mais en 1959, la pluie est enfin revenue. Jean et Marie ont travaillé d'arrache-pied pour remettre le domaine sur pied. Ils ont semé à nouveau, obtenu quelques bêtes en prêt. Et pendant tout ce temps, ils parlaient d'aller te chercher. Jean a économisé de l'argent, sou après sou. Quand il a enfin eu assez pour aller à Paris, il a découvert que le père Michel était décédé 2 ans plus tôt. Et avec lui, toute trace de l'endroit où tu te trouvais. Le curé n'avait laissé aucun registre écrit. Les autres prêtres ne savaient rien. Jean a failli devenir fou. Il est allé à Paris plusieurs fois, cherchant dans les églises, les orphelinats, les bureaux d'état civil. Mais il n'y avait rien. Tu avais simplement disparu. Marie est tombée malade de chagrin. Elle a cessé de bien manger, de sourire. Les autres enfants ont essayé de l'aider, mais elle n'a plus jamais été la même. Monique avait besoin de savoir, même si cela la brisait. Ils sont décédés? Georges Dubois hocha lentement la tête. Jean est décédé en 1982. Un problème au cœur. Jusqu'à son dernier souffle, il a parlé de toi. Il disait qu'il regrettait d'avoir arrêté de chercher, qu'il aurait dû retourner Paris tout entier jusqu'à retrouver sa petite fille. Marie lui a survécu 5 ans, mais après le départ de Jean, elle s'est éteinte rapidement. Elle a cessé de s'occuper du domaine, de s'occuper d'elle-même. Les enfants avaient déjà quitté la maison, chacun essayant de gagner sa vie ailleurs. En 1987, Marie a eu une attaque. Elle est restée alitée 6 mois avant de partir, elle aussi. Monique avait l'impression que quelqu'un lui avait arraché le cœur de la poitrine. Elle avait été si proche. Si elle avait cherché plus tôt, si elle avait tenté de retrouver ses origines avant, peut-être aurait-elle pu voir ses parents biologiques. Peut-être aurait-il pu s'embrasser, se pardonner, rattraper les années perdues. Mais maintenant, il était trop tard. Et mes frères et sœurs? Demanda-t-elle, s'accrochant à un dernier espoir. Sont-ils encore en vie? Certains, oui, répondit Georges Dubois. Du moins, c'est ce que je savais il y a quelques années. J'ai perdu le contact avec la plupart, mais l'aînée, Simone, vivait dans une ville voisine, Manosque. J'ai entendu dire qu'elle n'était pas en bonne santé. Avez-vous un papier qui prouve qui vous êtes? Demanda soudain le vieil homme. Monique sortit son portefeuille et lui montra ses papiers. Georges Dubois regarda attentivement, en particulier la date de naissance et le nom de famille. C'est bien toi, dit-il finalement. Monique Leroy, née en novembre 1956. Tu es revenu. Ils continuèrent à discuter pendant 2 heures encore. Georges Dubois raconta des histoires sur la famille Leroy, sur combien ils étaient aimés dans la communauté, sur ce qu'ils avaient enduré lorsqu'ils avaient dû abandonner le domaine des années après le départ de Marie. La maison était restée vide parce qu'aucun des enfants n'avait voulu y retourner. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Lorsque Monique prit enfin congé et retourna au domaine, sa tête tournait avec tout ce qu'elle venait d'apprendre. Elle n'avait pas seulement trouvé ses origines, elle avait trouvé une histoire complète, une histoire d'amour et de sacrifice qui changeait complètement sa perception de son passé. Les jours suivants, Monique se consacra au nettoyage du domaine. Elle travaillait de l'aube au crépuscule, balayant, lavant, réparant ce qu'elle pouvait. Son corps la faisait souffrir, mais elle ne s'arrêtait pas. C'était comme si en nettoyant cette maison, elle nettoyait aussi sa propre histoire, préparant le terrain pour un nouveau départ.
Elle trouva d'autres objets en nettoyant. Dans la cuisine, elle découvrit de vieux bocaux en verre avec des couvercles rouillés. Dans une des chambres, elle mit la main sur une boîte à couture avec du fil et des aiguilles encore utilisables. Dans la cour, elle trouva les restes d'un potager où quelques plantes s'obstinaient à pousser malgré l'abandon. Mais la découverte la plus importante eut lieu une semaine plus tard, alors qu'elle tentait de nettoyer le puits. L'eau était sale, impropre à la consommation, mais Monique voulait voir s'il était possible de le récupérer. En retirant les débris accumulés, elle remarqua que les pierres autour du puits présentaient des taches étranges, verdâtres. Elle prit un seau d'eau et le versa sur les pierres, frottant avec une vieille brosse. Les taches ne partaient pas. En fait, elles semblaient faire partie de la pierre elle-même. Monique regarda de plus près et réalisa que ce n'était pas des taches, mais quelque chose qui poussait sur les pierres, quelque chose qui contaminait l'eau. Ce soir-là, elle en parla à Georges Dubois, qui avait commencé à lui rendre visite régulièrement, lui apportant de la nourriture et l'aidant pour les réparations les plus lourdes. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'eau du puits, dit-elle. Il y a des choses vertes qui poussent sur les pierres. » Le visage du vieil homme devint sérieux. Cela explique beaucoup de choses. Dans les années 50, après la fin de la sécheresse, des maladies étranges ont commencé à apparaître dans la région. Plusieurs familles sont tombées malades sans explication. Les médecins ne savaient pas ce que c'était. Ils ont dit que ça pouvait être l'eau, que les puits avaient peut-être été contaminés pendant la sécheresse. La famille Leroy aussi est tombée malade. Oui. Ce n'était rien qui les empêchait de travailler, mais ils sont tous devenus plus faibles, plus fatigués. Marie avait des maux de tête constants. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont fini par quitter le domaine. L'endroit semblait maudit. Monique regarda le puits avec un nouveau regard. Cette eau contaminée avait contribué à détruire sa famille. Et maintenant, des décennies plus tard, elle était là, essayant de nettoyer non seulement l'eau, mais toute cette histoire de souffrance. Mais il y avait un problème. Elle ne savait pas comment gérer un puits contaminé. Elle n'avait pas d'argent pour payer un spécialiste et ne pouvait pas vivre là sans eau potable. C'est alors qu'elle reçut une visite inattendue. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, bien habillé, conduisant une nouvelle camionnette. Il s'arrêta devant la propriété et descendit avec un large sourire. « Bonjour. Vous êtes la nouvelle propriétaire de cet endroit. » « Oui, » répondit Monique, méfiante. « Quelle merveilleuse coïncidence. Mon nom est Stéphane Moreau. Je possède quelques propriétés dans la région et j'ai toujours été intéressé par ce domaine. » « Eh bien, oui, mais il a une propriétaire maintenant. »« Oui, je sais. Mais je suis venu vous faire une proposition. Cette terre est presque infertile, comme vous avez dû le remarquer. La maison tombe en ruine, le puits est contaminé, il n'y a pas d'électricité. Ce serait très coûteux pour vous de tout remettre en état. » Monique croisa les bras. « Et alors ? » ?»« Alors, je suis prêt à vous débarrasser de ce problème. Je vous paie 3 fois ce que vous avez payé pour la propriété. Vous partez d'ici avec de l'argent en poche et vous pouvez acheter quelque chose de mieux, plus près de la ville. Elle n'est pas à vendre. » Le sourire de Stéphane vacilla une seconde, mais revint rapidement. « Vous n'y avez même pas réfléchi. C'est une offre généreuse. Peu de gens en feraient autant. Je vous ai déjà dit qu'elle n'est pas à vendre. Merci de votre visite. Cher auditeur. Si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et, surtout, vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Continuons. » Stéphane resta planté là quelques secondes de plus, comme s'il ne croyait pas qu'on le congédiait. Puis son sourire disparut complètement et quelque chose de froid apparut dans ses yeux. « Vous allez le regretter, » dit-il avant de regagner sa camionnette. Monique le regarda s'éloigner avec une boule dans la gorge. Cette menace à peine voilée l'effrayait, mais elle n'allait pas renoncer au domaine. Pas maintenant qu'elle avait découvert sa véritable histoire. Ce soir-là, elle raconta la visite de Stéphane Moreau à Georges Dubois. Le vieil homme parut visiblement inquiet. « Stéphane Moreau, » répéta-t-il. « Ce nom me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à me souvenir d'où. Il a dit qu'il avait des propriétés dans la région. Beaucoup de gens ont des propriétés ici. Mais son insistance me semble étrange. Pourquoi voudrait-il à ce point ce vieux domaine ? » C'était une bonne question, et Monique n'avait pas de réponse. Les problèmes commencèrent 2 jours plus tard.
Monique se réveilla pour découvrir que la clôture en fil de fer qui séparait la propriété du chemin avait été coupée à plusieurs endroits. Quelqu'un était entré pendant la nuit et avait détruit une partie de la clôture qu'elle avait réparée avec tant d'efforts. Elle essaya de ne pas se décourager et passa la journée à réparer les dégâts. Mais la nuit suivante, cela se reproduisit. Cette fois, en plus de la clôture, elle trouva des ordures jetées dans la cour et l'une des fenêtres qu'elle avait barricadées avec des planches avait été arrachée. Monique savait qui était derrière tout ça. Stéphane Moreau essayait de l'effrayer, de la faire renoncer à la propriété. Quand elle le raconta à Georges Dubois, il se mit en colère. « C'est de l'intimidation. Nous pouvons porter plainte. » « À qui ? » ?»« Je n'ai aucune preuve que c'est lui. »« Alors nous allons trouver des preuves. » Cette nuit-là, Georges Dubois dormit au domaine, montant la garde. Monique tenta de le convaincre que ce n'était pas nécessaire, qu'il était trop âgé pour passer la nuit éveillé, mais l'homme ne voulut rien entendre. « Jean était mon meilleur ami, dit-il, et je n'ai pas pu l'aider quand il en avait le plus besoin. Mais je peux aider sa fille maintenant. » Pendant 3 nuits, personne n'apparut. Mais la 4e nuit, Georges entendit le bruit d'une voiture qui approchait. Il se cacha derrière la maison et vit 2 hommes descendre d'une camionnette. Ce n'était pas celle de Stéphane, mais les hommes étaient clairement là pour causer des ennuis. Ils commencèrent à briser d'autres parties de la clôture quand Georges alluma une lampe de poche, éclairant leur visage. « Je vous ai vu, cria-t-il. Et je sais qui vous envoie. » Les hommes coururent vers leur camionnette et partirent en trombe. Georges parvint à voir la plaque d'immatriculation du véhicule. Le lendemain, il se rendit au village et raconta ce qui s'était passé à quelques personnes. La nouvelle se répandit rapidement. Dans une petite communauté, tout le monde se connaissait et personne n'aimait voir une dame âgée se faire intimider. Lorsque Stéphane Moreau se montra au village quelques jours plus tard, il fut entouré par une demi-douzaine d'hommes qui lui firent clairement comprendre qu'il ne tolérerait plus de menaces contre Monique. Stéphane nia tout, bien sûr. Il dit qu'il ne savait rien, que c'était un malentendu. Mais Monique remarqua qu'il était devenu nerveux et que son insistance à acheter le domaine avait diminué. Du moins, pour l'instant. Mais la question restait sans réponse, pourquoi Stéphane Moreau voulait-il à ce point cette terre ? La réponse vint d'où Monique s'y attendait le moins. Elle était au marché du village, achetant quelques provisions, quand elle entendit une conversation entre 2 femmes. « Tu as vu que Moreau achète des terrains par ici » dit l'une d'elles. « Oui, bien sûr. Mon voisin a vendu le sien le mois dernier. On dit qu'il cherche quelque chose de spécifique. Mon gendre a travaillé pour lui un temps et a raconté que Stéphane cherche une source. » « Une source ? » ?»« Oui. Il paraît qu'il y a une source d'eau minérale pure quelque part dans cette région. Une eau spéciale qui vaut beaucoup d'argent. S'il la trouve, il peut devenir riche. » Monique faillit laisser tomber son panier. Une source. C'était pour ça que Stéphane voulait le domaine. Il pensait que la source se trouvait sur ses terres. Elle retourna en courant à la maison et raconta tout à Georges Dubois. « Une source, dit le vieil homme, pensif. Maintenant que tu le dis, je me souviens de vieilles histoires. Mon grand-père disait qu'il y avait une source légendaire quelque part dans la région, avec une eau si pure qu'elle ne se tarissait jamais, même lors des pires sécheresses. Mais personne ne l'a jamais trouvée. C'est devenu juste une histoire, un mythe. Et si ce n'est pas un mythe ? Et si c'est réel ? Et si c'est sur mon domaine ? Si c'est le cas, cette terre vaut bien plus que ce que tu imagines. Et Stéphane Moreau tentera certainement n'importe quoi pour te la prendre. » Monique ressentit un mélange d'espoir et de peur. S'il y avait vraiment une source précieuse sur sa propriété, cela pourrait tout changer. Cela pourrait lui donner les ressources pour restaurer complètement le domaine, pour vivre dignement. Mais cela signifiait aussi que Stéphane n'abandonnerait pas si facilement. Elle passa les jours suivants à explorer chaque recoin de la propriété. Le domaine était grand, avec plusieurs hectares de terre qu'elle n'avait pas encore foulés. La plupart étaient couvertes de hautes herbes, mais il y avait quelques anciens chemins, presque effacés par le temps, qui indiquaient où les gens avaient l'habitude de marcher. Monique suivit l'un de ces chemins et arriva dans une zone plus basse du terrain, où la terre semblait plus humide. Il y avait quelques arbres plus grands là, et l'air semblait plus frais. Elle regarda autour d'elle, cherchant un signe d'eau. C'est alors qu'elle l'entendit. C'était un son faible, presque imperceptible, mais il était là. Le bruit de l'eau qui coule. Le cœur de Monique s'accéléra.
Elle se mit à chercher plus activement, écartant les branches et les feuilles, suivant le son. Et puis elle la vit. Entre deux grosses pierres, il y avait une fissure, et de cette fissure sortait un petit filet d'eau cristalline. Monique s'agenouilla et toucha l'eau. Elle était froide et parfaitement limpide. Elle en porta un peu à sa bouche et la goûta. Elle n'avait aucun goût. C'était de l'eau pure, complètement différente de l'eau trouble et contaminée du puits. Elle avait trouvé la source. Mais maintenant, elle avait un problème encore plus grand. Si Stéphane découvrait qu'elle avait trouvé la source, il intensifierait ses attaques. Elle avait besoin d'aide, de protection, de conseils. Et, plus important encore, elle avait besoin de comprendre la valeur réelle de ce qu'elle venait de découvrir. Ce soir-là, elle réunit Georges Dubois et 3 autres personnes de confiance de la communauté au domaine. Elle leur montra la source et leur expliqua la situation. C'est une richesse, dit l'un des hommes, un agriculteur nommé Nicolas Dupont. Si cette eau est vraiment minérale et pure comme elle en a l'air, elle vaut une fortune. Mais Monique ne peut pas l'exploiter seule, dit Georges Dubois. Elle n'a pas l'argent pour faire les analyses nécessaires, pour enregistrer la source, pour démarrer une quelconque activité. Et si Stéphane la prend, il trouvera un moyen de le lui prendre, ajouta Janine Bernard, une dame qui était devenue l'amie de Monique. Ils restèrent silencieux un moment, réfléchissant. Ce fut Monique qui parla la première. Et si ce n'était pas seulement à moi? Et si c'était à tout le monde? Comment ça? Demanda Nicolas. Cette communauté compte des familles qui ont été lésées par des terres contaminées, par des puits asséchés, par les sécheresses. Et si nous créions une coopérative? Un moyen d'exploiter cette source ensemble, en partageant les bénéfices, au profit de tous. L'idée était audacieuse, mais elle avait du sens. Unis, ils auraient plus de force pour affronter Stéphane. Unis, ils pourraient rassembler les ressources pour faire les choses correctement. Unis, ils pourraient transformer cette découverte en quelque chose qui aiderait toute la communauté. J'aime l'idée, dit lentement Georges Dubois. Mais ce sera difficile. Beaucoup de gens s'y opposeront. Et Stéphane Moreau n'acceptera pas ça les bras croisés. Alors nous devrons être plus malins que lui, dit Monique, et plus unis. Les jours suivants, Monique et Georges Dubois commencèrent à parler aux familles de la région. Beaucoup furent intéressés par l'idée de la coopérative, d'autres eurent peur de Stéphane. Mais lentement, un groupe se forma. Ils étaient 12 familles au total, toutes avec des histoires similaires de difficultés et de pertes. Ensemble, ils décidèrent de former la coopérative des eaux du Rosier, du nom du chemin où se trouvait le domaine de Monique. La première étape était de faire analyser l'eau. Georges avait un neveu qui travaillait dans un laboratoire à Paris et parvint à faire le test pour un prix modique. Lorsque les résultats arrivèrent 2 semaines plus tard, ils étaient encore meilleurs que ce qu'ils espéraient. L'eau de la source était riche en minéraux, parfaitement pure, et possédait des caractéristiques qui la rendaient idéale pour l'embouteillage et la vente. Selon le rapport, c'était l'une des meilleures eaux minérales que le laboratoire ait jamais testées. La nouvelle se répandit dans la communauté comme une traînée de poudre. Soudain, tout le monde voulait participer à la coopérative. Monique dut expliquer à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas accepter tout le monde, qu'il devait commencer petit et grandir progressivement. C'est alors que Stéphane Moreau réapparut. Cette fois, il n'est pas venu seul. Il était accompagné d'un avocat et d'une liasse de documents. « J'ai découvert quelque chose d'intéressant », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il semble que le titre de propriété de ce domaine ait quelques problèmes. Des irrégularités dans les registres d'il y a des décennies. Il se pourrait que la vente qui vous a été faite ne soit pas valide. Monique sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'est pas vrai. J'ai tout acheté correctement, avec un notaire. Mais les registres anciens ont des erreurs. Et il se trouve que j'ai des documents qui prouvent qu'une partie de cette terre appartenait à l'origine à une autre famille. Une famille qui a fini par vendre à mon père. Donc, techniquement, une partie de cette propriété est à moi. L'avocat de Stéphane ouvrit les documents et les lui montra. Monique ne comprenait pas grand-chose aux papiers juridiques, mais cela semblait sérieux et terrifiant. Ça ne peut pas être vrai, dit-elle, la voix tremblante. Tout est là, dûment enregistré. Bien sûr, nous pouvons régler ça à l'amiable. J'achète votre part pour un prix juste, et tout le monde est content. Monique regarda Georges Dubois, qui était aussi choqué qu'elle. J'ai besoin de vérifier ça, dit-elle finalement. Je ne vais prendre aucune décision maintenant.
Bien sûr, bien sûr. Mais ne tardez pas trop. Les affaires juridiques peuvent vite se compliquer. Après le départ de Stéphane, Monique et Georges coururent au bureau d'état civil de la ville. Ils prirent les documents du domaine et demandèrent à tout vérifier. L'employé, un monsieur à lunettes qui travaillait là depuis des décennies, examina les papiers avec soin. « Il y a quelque chose d'étrange ici », dit-il après une heure. Les documents présentés par ce Stéphane Moreau ont des dates qui ne correspondent pas, et les signatures semblent différentes de celles des registres originaux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Monique. « Ça veut dire qu'il s'agit probablement de faux. Mais pour en être sûr, je dois faire une analyse plus approfondie, comparée avec d'autres documents. Ça prendra quelques jours. » Monique sortit du bureau d'état civil avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Stéphane essayait clairement de l'effrayer avec de faux documents. Mais il avait des ressources, des avocats. Et elle n'était qu'une femme pauvre avec quelques amis. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle resta allongée sur le sol de la pièce principale, fixant le plafond plein de trous, pensant à tout ce qu'elle avait découvert depuis son arrivée. Sa famille, son histoire, la source, la coopérative. Cela semblait trop beau pour être vrai. Et maintenant, quelqu'un essayait de tout lui enlever. Mais Monique n'était plus la même femme qui était arrivée là des semaines auparavant. Ce domaine avait réveillé quelque chose en elle, une force qu'elle ne se connaissait pas. C'était la force de Marie et Jean, deux générations de Leroy qui s'étaient battus pour cette terre. Elle n'allait pas abandonner. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Continuons. Les jours suivants furent tendus. Monique continua à travailler sur le domaine, mais toujours sur ses gardes, s'attendant à la prochaine attaque de Stéphane. Il n'apparut pas en personne, mais sa présence se faisait sentir. De petites choses commencèrent à se produire. L'eau du domaine fut coupée, mais Monique avait déjà la source. Ils tentèrent de convaincre les voisins de ne plus l'aider, mais la communauté resta soudée. C'est alors que Georges Dubois eut une idée. « Tu te souviens que j'ai dit que Stéphane Moreau me disait quelque chose ? J'ai réussi à me souvenir. Son père, Louis Moreau, était avocat ici dans les années 60 et 70. Et il avait une réputation douteuse. Douteuse comment ? On disait qu'il aidait les grands propriétaires terriens à prendre les terres des petits propriétaires. Il falsifiait des documents, inventait des dettes, utilisait les failles de la loi. Beaucoup de familles ont perdu leur propriété à cause de lui. Monique eut un pressentiment. Tu crois qu'il a pu faire ça avec le domaine de ma famille ? C'est possible. Très possible. Ils retournèrent au bureau d'état civil et demandèrent à voir tous les documents relatifs à la propriété des Leroy. L'employé, désormais véritablement intéressé par l'affaire, apporta une pile de vieux papiers. Cela prit des heures, mais ils trouvèrent. En 1973, il y avait un enregistrement d'une dette de la famille Leroy auprès d'une banque locale. La dette avait été négociée par un avocat, Louis Moreau, et une partie des terres avait été transférée en guise de paiement. Mais en comparant avec les documents que la famille Leroy avait laissés cachés dans la maison, Monique vit que les signatures ne correspondaient pas. Quelqu'un avait falsifié la signature de Jean. Ils avaient la preuve qu'il y avait eu fraude. Mais le prouver des décennies plus tard serait difficile. J'ai besoin de plus d'informations, dit Monique. J'ai besoin de retrouver mes frères et sœurs. Ils en savent peut-être plus sur ce qui s'est passé à cette époque. Georges Dubois avait mentionné que Simone, la sœur aînée, était à Manosque. Monique décida de s'y rendre, même sans savoir si elle la trouverait. Le voyage en car dura 4 heures. Manosque était une petite ville au bord de la Durance. En arrivant, Monique n'avait aucune idée par où commencer. Mais une petite ville a ses avantages, tout le monde se connaît. Elle se rendit sur la place centrale et commença à demander. Cela prit 3 heures, mais finalement, quelqu'un dit connaître une Simone qui était venue de Digne des décennies auparavant. Elle habite près de la rivière, dans une petite maison verte. Mais je ne sais pas si elle est en bonne santé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Monique suivit les indications et trouva la maison. Elle était petite et simple, avec la peinture écaillée, mais elle avait un jardin soigné avec des fleurs. Elle frappa à la porte, le cœur battant à tout rompre. Une femme ouvrit la porte. Elle devait avoir environ 75 ans. Elle était mince, avec des cheveux entièrement blancs rassemblés en un chignon.
Et dans ses yeux, Monique vit quelque chose de familier. C'étaient les mêmes yeux que sur les vieilles photographies. « Je peux vous aider ?» demanda la femme d'une voix faible. Monique ne sut par où commencer. Elle retira le foulard de sa tête, révélant la tache de naissance. « Je m'appelle Monique Leroy. Je suis née en novembre 1956 sur le domaine de la famille Leroy à Digne. Et je crois que vous êtes ma sœur. » La femme pâlit. Elle s'appuya contre le cadre de la porte, ses jambes semblant à peine la soutenir. Elle regarda la tache de naissance de Monique et ses yeux s'emplirent de larmes. « Monique, murmura-t-elle. Ma petite sœur Monique. » Oui. Simone se mit à pleurer, un sanglot silencieux qui secouait tout son corps fragile. Monique la prit dans ses bras et elles restèrent ainsi sur le seuil. Deux sœurs qui ne s'étaient pas vues depuis près de 70 ans, se soutenant l'une l'autre comme si elles allaient s'effondrer. Lorsqu'elles entrèrent enfin dans la maison, Simone prépara un café avec des mains tremblantes. Elles s'assirent à la table de la petite cuisine et Simone ne pouvait s'empêcher de regarder Monique. « Je pensais ne jamais te revoir, » dit-elle. « Quand maman et papa t'ont confié. Ça a été le pire jour de nos vies. J'avais 9 ans, et je me souviens de t'avoir porté dans mes bras, de te dire au revoir pendant que le curé t'emmenait. Tu pleurais tellement. » Monique prit la main de Simone. « J'ai tout découvert il y a quelques semaines. J'ai acheté le domaine sans savoir que c'était celui de notre famille. J'ai trouvé les photos, la lettre de maman. Et maintenant, je t'ai trouvé. Le domaine. Tu as acheté le domaine ? Je l'ai acheté. Il est abandonné, mais j'essaie de le remettre en état. » Simone secoua la tête, incrédule. « C'est comme si tu avais été guidée pour rentrer à la maison. » Elles passèrent des heures à discuter. Simone raconta des histoires sur la famille, sur comment ils étaient avant la sécheresse, comment ils vivaient heureux même avec peu. Elle raconta comment c'était de grandir en sachant qu'ils avaient une sœur quelque part, une sœur qu'ils n'avaient jamais vraiment connue. « Et les autres frères et sœurs ?» demanda Monique. Le visage de Simone s'assombrit. Paul, l'aîné, est décédé il y a 10 ans. Pierre est à Lyon, mais nous avons perdu le contact il y a longtemps. Et Gisèle. Gisèle ne s'est jamais remise de tout ce qui s'est passé. Elle est internée dans une clinique depuis des années, avec des problèmes mentaux. Je suis tellement désolé. La vie a été dure pour nous tous. Après ton départ, les choses se sont un peu améliorées, mais ça n'a plus jamais été comme avant. Papa se tuait au travail. Maman était toujours triste. Nous avons grandi trop vite. Nous avons dû devenir des adultes avant l'heure. Et en 1973, dit Monique, quelque chose s'est passé avec les terres de la famille. Simone se tendit. Comment sais-tu ça ? J'ai trouvé des documents. Il semble montrer qu'une partie du domaine a été prise pour payer une dette. C'était un coup monté, dit Simone, la voix pleine de colère même après tant d'années. Ce maudit avocat, Louis Moreau, a inventé une dette qui n'existait pas. Il a dit que papa avait emprunté de l'argent et ne l'avait pas remboursé, mais c'était un mensonge. Papa n'a jamais contracté ce prêt. Mais Moreau avait des amis à la banque, il avait de faux documents. Personne n'a cru papa. Nous avons perdu la moitié du domaine de cette façon. Et le pire, c'est que Moreau n'a même pas gardé la terre. Il l'a revendue peu de temps après à un autre grand propriétaire terrien. Il voulait juste l'argent. Il ne se souciait de rien d'autre. Monique sentit la colère monter en elle. Son fils, Stéphane, essaie de me faire la même chose maintenant. Ne le laisse pas faire, dit Simone, serrant la main de Monique avec une force surprenante. Ne le laisse pas prendre ce qui est à nous. Maman et papa ont trop souffert pour cette terre. Tu ne peux pas le permettre. Je ne le permettrai pas. Et je vais avoir besoin de ton aide. Peux-tu témoigner sur la fraude ? Peux-tu confirmer que papa n'a jamais contracté ce prêt ? Je le peux. Et je le ferai, même si c'est la dernière chose que je fais. Monique passa la nuit chez Simone. Elles parlèrent jusqu'à tard, rattrapant des décennies de séparation. Simone montra des photographies qu'elle avait gardées, raconta d'autres histoires, pleura et rit avec Monique. Le matin, Simone insista pour retourner avec Monique à Digne-les-Bains. « J'ai besoin de revoir le domaine, dit-elle. J'ai besoin de rentrer à la maison, ne serait-ce qu'une dernière fois. » Le voyage de retour fut émouvant. Simone regardait par la fenêtre du car,
reconnaissant des endroits qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Lorsqu'elles arrivèrent enfin au domaine, elle descendit lentement, s'appuyant sur le bras de Monique, et resta immobile, regardant la maison. Elle est exactement comme dans mes souvenirs, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Juste un peu plus vieille. Comme moi. Elles entrèrent ensemble dans la maison. Simone toucha les murs, passa la main sur les portes, marcha dans les pièces comme dans un rêve. Quand elles arrivèrent dans la chambre qui avait été celle de leurs parents, elle s'assit sur le vieux lit et pleura ouvertement. « Ils n'ont jamais cessé de t'aimer, dit-elle à Monique. Chaque jour jusqu'à la fin, ils parlaient de toi. Ils se demandaient si tu allais bien, si tu étais heureuse, si tu avais une bonne famille. Ils priaient pour toi tous les soirs. » Monique s'agenouilla à côté de sa sœur et elles s'étreignirent, deux femmes âgées unies par la douleur et l'amour d'une famille qui avait été séparée par des circonstances cruelles. Les jours suivants, avec Simone au domaine, Monique sentit une force nouvelle. Elle n'était plus seule dans son combat. Elle avait une sœur à ses côtés, quelqu'un qui partageait son histoire, sa douleur, sa détermination. Elles retournèrent au bureau d'état civil avec Simone et Georges Dubois. Simone fit son témoignage officiel sur la fraude de Louis Moreau. L'employé, impressionné par l'histoire et les preuves, accepta d'ouvrir une enquête formelle. Mais Stéphane Moreau ne resta pas les bras croisés. Quand il apprit que Simone était apparue et témoignait contre sa famille, il intensifia ses attaques. Il commença à répandre des rumeurs en ville, disant que Monique et Simone étaient des escrocs essayant de voler des terres qui ne leur appartenaient pas. Il offrit de l'argent à certaines personnes de la coopérative pour qu'elles abandonnent le projet. Il menaça de poursuivre tout le monde pour diffamation. La pression était énorme. Monique voyait les gens autour d'elle commencer à douter. Quelques familles de la coopérative se retirèrent, effrayées par les conséquences. L'avocat de Stéphane envoya des notifications légales menaçant d'actions en justice qui coûteraient des fortunes à défendre. C'est alors que Simone eut une crise de santé. Le stress, ajouté à sa condition déjà fragile, fut de trop. Elle s'évanouit au domaine et dut être transportée d'urgence au petit hôpital de la ville. Les médecins dirent qu'elle avait une pression artérielle élevée, un diabète décompensé et un cœur faible. Elle a besoin de repos absolu, dit le médecin à Monique. Et moins de stress. Ce qui se passe avec vous est en train de la tuer. Monique se sentit coupable et désespérée. Peut-être devrait-elle abandonner. Peut-être que toute cette souffrance n'en valait pas la peine. Simone était malade par sa faute. La communauté était divisée et Stéphane semblait toujours avoir un coup d'avance. Elle s'assit à côté du lit de Simone à l'hôpital, tenant la main de sa sœur. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Pardon de t'avoir entraîné là-dedans. » Simone ouvrit lentement les yeux. Elle était faible, mais son regard était ferme. « Ne t'excuse pas. Pour la première fois depuis des décennies, je me sens vivante. Je me bats pour quelque chose qui compte. Je suis aux côtés de ma sœur, défendant la mémoire de nos parents. Il n'y a rien de plus important que ça. Mais tu es malade. Je suis vieille, Monique. Je tomberai malade de toute façon, tôt ou tard. Mais je préfère tomber malade en me battant plutôt qu'en abandonnant. Alors arrête de penser à abandonner et retourne à ce domaine. Batte-toi pour moi, pour toi, pour nos parents. » Les paroles de Simone donnèrent à Monique la force qui lui manquait. Elle retourna au domaine, déterminée à ne pas abandonner, quoi que Stéphane fasse. Et c'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un vieil homme se présenta au domaine. Il était encore plus âgé que Georges Dubois, devait avoir plus de 85 ans, et marchait avec difficulté à l'aide d'une canne. « Mon nom est Marcel Martin, dit-il. J'ai travaillé à la banque de cette région dans les années 70. Et je suis venu parce que j'ai entendu dire que vous enquêtiez sur Louis Moreau. » Monique l'invita à entrer et lui offrit de l'eau. Marcel s'assit lentement, comme si chaque mouvement lui était douloureux. « J'ai été le complice de Louis Moreau, dit-il sans détour. Je l'ai aidé à falsifier des documents, à créer de fausses dettes, à voler les terres de familles honnêtes. Je l'ai fait parce qu'il me payait et parce que j'étais un lâche. J'ai porté ça sur ma conscience pendant 50 ans. J'ai vu des familles détruites, j'ai vu des gens tout perdre, et je n'ai jamais eu le courage de parler. Mais maintenant, je suis vieux, malade, et je ne veux pas mourir avec ce poids. » Monique pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. « Vous êtes prêt à témoigner à ce sujet ? » « Oui. J'ai des documents conservés qui prouvent tout.
Des copies des faux papiers. Des notes de Louis sur les fraudes, des registres de paiement. J'ai tout gardé comme une sorte d'assurance au cas où Louis essaierait de me nuire. Mais je n'ai jamais eu le courage de les utiliser. Pourquoi faites-vous ça maintenant? Marcel la regarda avec des yeux fatigués. Parce que mon petit-fils m'a raconté votre histoire. Il m'a parlé de deux sœurs âgées qui se battent contre le fils de l'homme qui a volé leur terre. Et quelque chose en moi s'est brisé. J'ai réalisé que c'était ma dernière chance de faire ce qui est juste. Alors me voilà. La révélation de Marcel changea tout. Avec les documents qu'il fournit, ils avaient des preuves concrètes que Louis Moreau avait escroqué des dizaines de familles pendant des décennies. Et, plus important encore, ils avaient des preuves spécifiques que la dette de la famille Leroy était fausse. L'employé de l'état civil, avec toutes ces preuves, n'eut d'autre choix que d'ouvrir une enquête officielle. Et lorsque les autorités locales commencèrent à examiner les documents, elles découvrirent que le problème était bien plus vaste qu'elles ne l'imaginaient. Plusieurs propriétés dans la région avaient des registres douteux, impliquant tous Louis Moreau. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des familles qui avaient perdu leur terre des décennies auparavant commencèrent à se manifester, voulant revoir leur dossier. Toute la communauté fut saisie d'une vague d'indignation et d'espoir. Stéphane Moreau tenta d'étouffer le scandale. Il offrit des accords, menaça de poursuites, utilisa son influence. Mais il était trop tard. La vérité était sortie et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il se présenta une dernière fois au domaine. Mais il n'était plus arrogant, il était visiblement nerveux. « Nous pouvons trouver un accord, dit-il. Vous renoncez à poursuivre ma famille, et je renonce aux terres. Personne n'y perd. Nous avons déjà trop perdu, répondit Monique. Ma famille a perdu sa terre, sa dignité, des années de vie. Votre famille nous a volé ça, et maintenant, vous allez le rendre. Vous ne comprenez pas. Ça va détruire mon nom, mes affaires, tout. Votre père a détruit des dizaines de familles et a dormi tranquille toute sa vie. Vous survivrez. Stéphane partit, vaincu. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, Monique sentit qu'elle avait une réelle chance de gagner. Mais la bataille juridique ne faisait que commencer. Même avec toutes les preuves, le processus serait long et compliqué. Stéphane avait des avocats coûteux qui allaient retarder tout ce qu'ils pouvaient. Et Monique n'avait pas les ressources pour une bataille judiciaire prolongée. C'est alors que la communauté s'unit véritablement. Les familles de la coopérative firent une collecte pour payer les avocats. D'autres personnes qui avaient été lésées par Louis Moreau se joignirent au processus, transformant l'action individuelle en action collective. L'affaire attira l'attention d'un journal régional et, soudain, des journalistes voulurent raconter l'histoire. La pression publique fut énorme. Stéphane Moreau devint une figure détestée dans la région. Ses affaires commencèrent à en souffrir car personne ne voulait faire affaire avec la famille d'un escroc. Il tenta de déménager dans une autre ville, mais la nouvelle le suivit. Pendant ce temps, Monique Leroy continuait d'explorer le domaine. Avec l'aide de la coopérative, ils parvinrent à mieux nettoyer la zone autour de la source et firent une découverte encore plus incroyable. La source n'était pas seulement un petit filet d'eau. En creusant un peu autour, ils découvrirent qu'il y avait une nappe phréatique complète sous cette zone. L'eau était abondante, suffisante pour approvisionner non seulement le domaine, mais potentiellement plusieurs autres propriétés voisines. Un géologue qui s'intéressa à l'affaire vint faire une analyse complète et fut impressionné. « C'est rare, dit-il. Très rare. Cette source a des caractéristiques uniques. L'eau passe par un filtre naturel de roche qui l'enrichit en minéraux. C'est pratiquement une fontaine de jouvence, comme on dit dans les légendes. Combien ça vaut, demanda Monique. Si c'est exploité correctement. Des millions. Mais la vraie valeur n'est pas seulement financière. Cette eau peut transformer toute la région. Elle peut apporter le développement, des emplois, de l'espoir. La vision que Monique avait eue des semaines auparavant d'une coopérative qui profiterait à toute la communauté semblait soudain non seulement possible, mais inévitable. Avec l'aide de quelques spécialistes qui se proposèrent de travailler pour un pourcentage futur des bénéfices, ils commencèrent à structurer la coopérative de manière plus professionnelle. Ils firent des plans d'affaires, des études de faisabilité, des projets d'embouteillage. C'était un travail immense, mais pour la première fois, Monique voyait un avenir réel se dessiner. Simone sortit de l'hôpital, mais avait besoin de soins constants.
Monique transforma l'une des chambres du domaine en une chambre confortable pour sa sœur et engagea une infirmière de la communauté pour l'aider. Bien que faible, Simone insistait pour participer aux réunions de la coopérative, donnant son avis et partageant son expérience de vie. « Je ne verrai pas ça terminer, dit-elle un jour à Monique. Mon corps est trop faible. Mais ce n'est pas grave. Je sais que ça va fonctionner, et ça me suffit. Ne parle pas comme ça, protesta Monique. Tu vas guérir. Monique. J'ai 75 ans et un cœur fatigué. Je n'ai pas peur. J'ai eu une vie difficile, mais ces derniers mois ont été les meilleurs. Parce que j'ai enfin retrouvé ma sœur. Parce que j'ai enfin vu la justice se faire. C'est plus que ce que j'aurais pu demander. Les deux sœurs passaient leur soirée à converser, rattrapant toutes les histoires perdues. Simone racontait l'enfance, Marie et Jean, les frères et sœurs. Monique racontait sa vie avec ses parents adoptifs, son mariage, ses années de dur labeur. « Tu as eu une meilleure vie que celle que tu aurais eue avec nous, dit Simone un jour. Je sais que ça fait mal de le penser, mais c'est vrai. Tes parents adoptifs t'ont donné une éducation, des opportunités. Nous pouvions à peine manger. Mais je vous aurais eu, répondit Monique. J'aurais eu une famille de sang, des racines, un sentiment d'appartenance. Il ne s'agit pas de savoir ce qui est mieux ou moins bien. Il s'agit de ce qui nous a été enlevé à tous. Et maintenant, tu es en train de le rendre. Pas seulement à nous, mais à toute la communauté. Maman et papa seraient si fiers. » 6 mois après que Monique ait trouvé la caisse cachée dans le sol, le processus judiciaire eut enfin sa première audience importante. Le juge, après avoir examiné toutes les preuves, déclara qu'il y avait suffisamment de preuves de fraude et ordonna la restitution intégrale des terres qui avaient été volées à la famille Leroy. Stéphane Moreau tenta encore de faire appel, mais sans succès. La pression de la communauté, les preuves accablantes et le témoignage de Marcel Martin étaient trop forts. Dans une décision historique pour la région, le juge non seulement ordonna la restitution des terres, mais détermina également que Stéphane devait payer une indemnisation pour dommages moraux et matériels. L'argent de l'indemnisation fut investi dans la coopérative. Avec ces ressources, ils purent construire une petite structure pour commencer l'embouteillage de l'eau. Ils engagèrent des gens de la communauté pour y travailler, tous membres de la coopérative recevant une part des bénéfices. Le premier lot de bouteilles d'eau minérale, Source Leroy, fut produit un samedi matin ensoleillé. Toute la communauté était présente pour célébrer. Monique, avec Simone à ses côtés dans un fauteuil roulant, ouvrit la première bouteille et servit de l'eau à tout le monde. « Ce n'est pas seulement ma victoire, dit-elle à la foule rassemblée. C'est la nôtre à tous. C'est celle des familles qui ont été volées. Des gens qui se sont battus. De Marie et Jean qui ont tant sacrifié. Cette eau représente non seulement la richesse matérielle, mais la justice, l'union et l'espoir. » Les gens applaudirent. Certains pleuraient. C'était un moment de catharsis collective, des décennies de douleur enfin transformées en quelque chose de positif. Dans les mois qui suivirent, la coopérative grandit au-delà des espérances. L'eau, Source Leroy, gagna en renommée dans la région pour sa qualité exceptionnelle. Les petits marchés commencèrent à passer des commandes. Bientôt, des distributeurs de plus grandes villes s'y intéressèrent. L'argent commença à rentrer, pas énormément, mais assez pour faire une différence dans la vie de toutes les familles impliquées. Monique utilisa une partie de son pourcentage pour restaurer complètement le domaine. Elle répara le toit, changea les fenêtres, rénova les pièces, transformant la vieille maison abandonnée en un véritable foyer. Dans la chambre qui avait été celle de ses parents, elle plaça les photographies qu'elle avait trouvées dans des cadres sur le mur. La lettre de Marie fut placée dans une boîte en verre sur une commode restaurée. C'était un sanctuaire à la mémoire de la famille qu'elle avait perdue et retrouvée. Simone, malgré sa santé fragile, vécut assez longtemps pour voir les premiers fruits de leur travail. Elle s'éteignit paisiblement une nuit d'hiver, dormant dans sa chambre au domaine, Monique lui tenant la main. « Merci », furent ses derniers mots. « Merci de m'avoir ramené à la maison. » L'enterrement de Simone fut l'un des plus grands que la ville ait jamais vu. Des centaines de personnes y assistèrent, rendant hommage à une femme qui, dans ses derniers mois de vie, avait aidé à changer toute une communauté. Monique l'enterra dans le petit cimetière du domaine, à côté des tombes simples de Marie et Jean, qui y avaient été déplacées des décennies auparavant. Enfin, la famille était réunie. Après l'enterrement, Monique resta quelques jours en silence, digérant tout.
Elle avait trouvé et perdu une sœur en quelques mois. Mais Simone était morte heureuse, et c'était ce qui comptait. Avec le temps, Monique parvint à contacter Pierre, le frère qui était à Lyon. Au début, il fut sceptique, pensant à une sorte d'arnaque. Mais quand il vit les preuves, les photographies, et entendit toute l'histoire, il fut bouleversé. Pierre vint visiter le domaine et fut émerveillé par tout ce que Monique avait accompli. C'était un homme à la retraite, veuf, sans enfant. L'idée d'avoir une sœur, d'avoir à nouveau une famille, le toucha profondément. « J'ai passé toute ma vie seul, dit-il, pensant que je n'avais personne. Et maintenant, je découvre que j'ai une sœur qui a fait tout ça, qui s'est battue pour notre famille, même sans jamais nous avoir connus. »« Tu veux rester ?» demanda Monique. « Il y a de la place ici, et ce serait bien d'avoir de la famille près de moi. » Pierre réfléchit un instant, puis sourit. « Oui, je veux rester. » Et ainsi, à 68 ans, Monique Leroy eut enfin la famille dont elle avait toujours rêvé. Ce n'était pas la même famille qu'elle avait perdu bébé, mais c'était une famille. Pierre emménagea au domaine, aidant Monique dans les tâches quotidiennes et participant à la coopérative. L'histoire du domaine abandonné acheté par une femme âgée et devenu un symbole de justice se propagea au-delà de la région. Un documentariste entendit parler de l'affaire et demanda la permission de filmer. Monique accepta à condition que les bénéfices soient partagés avec la coopérative. Le documentaire, Racines retrouvées, fut projeté dans des festivals et remporta des prix. Cela attira encore plus l'attention sur la coopérative, Source Leroy, et sur la lutte contre l'expropriation des terres et les fraudes historiques. D'autres communautés commencèrent à enquêter sur leurs propres histoires, découvrant des cas similaires de terres volées. Stéphane Moreau fut finalement contraint de vendre ses propriétés restantes pour payer ses dettes légales. Il quitta la région et on n'entendit plus jamais parler de lui. Certains dirent qu'il vivait dans un autre état, essayant de recommencer loin du scandale qui avait détruit le nom de sa famille. Monique ne ressentit aucune victoire en voyant sa chute, seulement le soulagement que justice ait été faite et la tristesse de toute la souffrance qu'une personne pouvait causer par cupidité. 2 ans après avoir acheté le domaine, Monique se tenait dans la cour, regardant la propriété transformée. La maison était belle, peinte en blanc avec des volets bleus. Le jardin avait des fleurs de toutes les couleurs. Le puits contaminé avait été scellé et un nouveau avait été foré dans une zone sûre. Et à l'endroit où elle avait trouvé la caisse avec les photographies, il y avait maintenant une petite place avec des bancs où les membres de la coopérative se réunissaient. Georges Dubois s'approcha, marchant lentement avec sa canne. « Tu as fait quelque chose d'incroyable ici, Monique. »« Nous l'avons fait », le corrigea-t-elle. « Toi, Simone, Pierre, Marcel, toute la communauté. Nous étions tous ensemble. Mais c'est toi qui as commencé. Tu as acheté ce domaine quand personne n'en voulait. Tu as trouvé cette caisse. Tu as décidé de te battre. Tout a commencé avec toi. » Monique regarda la tache de naissance reflétée dans la vitre d'une fenêtre. « Non. Tout a commencé avec Marie et Jean. Ils ont pris la décision la plus difficile de leur vie pour me donner une chance. Et ils m'ont ramené à la maison à travers le temps. Je n'ai fait que continuer ce qu'ils avaient commencé. Tu crois qu'ils seraient fiers ? » « Oui, » dit Monique avec une certitude absolue. « Je le crois. » Ce soir-là, la coopérative organisa un événement spécial. C'était le lancement officiel d'une nouvelle gamme de produits, non seulement de l'eau en bouteille, mais aussi des cosmétiques naturels à base d'eau minérale et d'herbes de la région. Tout le développement avait été réalisé par des femmes de la communauté, beaucoup d'entre elles également âgées, qui avaient des connaissances traditionnelles sur les plantes. Monique fut invitée à prononcer le discours d'ouverture. Elle monta sur la petite scène qu'ils avaient installée dans la salle des fêtes du village, que la coopérative avait construite avec ses bénéfices. Elle regarda toutes ces personnes, voisins, amis, membres de la coopérative. Elle vit des visages de tous âges, des gens qui s'étaient unis autour d'une cause commune. Elle vit de l'espoir là où il n'y avait auparavant que de la résignation. « Quand j'ai acheté ce domaine abandonné, commença-t-elle, j'étais désespéré. C'était ma dernière tentative pour trouver un endroit où vivre, une raison de continuer. Je n'avais rien. Juste 2300 €, une couverture et une vieille valise. Mais j'avais quelque chose de plus que je ne savais pas. J'avais des racines. Des racines qui avaient été coupées quand j'étais bébé, mais qui étaient là, attendant d'être retrouvées. Et quand j'ai trouvé cette caisse cachée dans le sol, quand j'ai vu ces photos, quand j'ai lu cette lettre, j'ai compris quelque chose de fondamental.
On n'est jamais seul. Même quand on a l'impression de n'avoir personne, il y a un réseau invisible qui nous relie à nos ancêtres, à notre terre, à notre communauté. Et quand on reconnaît cela, quand on l'embrasse, des choses incroyables peuvent se produire. Cette coopérative n'est pas seulement une entreprise. C'est une famille élargie. C'est la preuve que lorsque nous nous unissons, lorsque nous nous battons ensemble, nous pouvons surmonter des injustices qui semblaient impossibles à vaincre. Nous pouvons transformer l'abandon en renouveau, la douleur en espoir, la séparation en union. Alors, je veux vous remercier tous d'avoir cru en cette vision folle d'une femme âgée qui a acheté un domaine dont personne ne voulait. De vous être joint à moi dans ce combat. De prouver qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver le chemin de la maison. La salle éclata en applaudissements. Beaucoup de gens pleuraient, émus par les paroles de Monique. Elle descendit de la scène et fut étreinte par des dizaines de personnes, chacune voulant exprimer sa gratitude et son affection. Au milieu de la foule, Monique vit Pierre, son frère, la regardant avec fierté. Elle vit Georges Dubois, qui avait été fondamental dans tout son parcours. Elle vit Janine Bernard et Nicolas Dupont, et tant d'autres qui étaient devenus sa famille de cœur. La fête dura jusque tard dans la nuit. Il y avait de la nourriture, de la musique, de la danse. Les enfants couraient dans la salle tandis que les adultes discutaient et riaient. C'était un moment de pure joie, quelque chose que cette communauté n'avait pas connu depuis longtemps. Quand Monique retourna enfin au domaine, tard dans la nuit, elle n'alla pas directement se coucher. Elle alla dans la chambre de ses parents et resta là, debout, à regarder les photographies sur le mur. « Nous avons réussi », dit-elle aux images de Marie et Jean. « Vous avez tant perdu, tant souffert. Mais à la fin, quelque chose de bon est né de tout ça. J'espère que où que vous soyez, vous pouvez le voir, vous pouvez être fiers, vous pouvez enfin reposer en paix, sachant que votre plus jeune fille est rentrée à la maison et a honoré le sacrifice que vous avez fait. » Elle toucha légèrement la photographie de Marie, la mère qu'elle n'avait jamais connue, mais qu'il avait assez aimée pour la laisser partir. « Merci, murmura-t-elle. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir donné une chance. Et merci de m'avoir ramené, même si ça a pris 68 ans. » Dans les mois et les années qui suivirent, la coopérative, Source Le Roi, continua de croître. Ils ouvrirent un petit centre d'accueil sur le domaine, où ils racontaient l'histoire de Monique et de la lutte pour la justice. Les touristes commencèrent à venir, intéressés non seulement par l'eau minérale, mais par l'histoire humaine qui se cachait derrière. Le domaine devint, d'une certaine manière, un lieu de guérison. Des personnes qui avaient leurs propres histoires de séparation familiale, d'adoption, de perte, venaient visiter et trouver du réconfort dans le parcours de Monique. Elle recevait des lettres de gens de toute la France, racontant leurs propres histoires et la remerciant d'avoir partagé la sienne. Monique créa une bourse d'études pour les jeunes de la région qui voulaient étudier l'agriculture durable ou la gestion coopérative. Elle voulait s'assurer que les prochaines générations auraient les outils pour continuer l'héritage qu'elle avait commencé. Gisèle, la sœur internée, ne retrouva jamais assez de lucidité pour comprendre pleinement ce qui s'était passé. Mais Monique lui rendait visite régulièrement, apportant des photographies et racontant des histoires. Les médecins disaient que dans ces moments de plus grande clarté, Gisèle semblait reconnaître Monique et souriait. Un jour, 3 ans après avoir acheté le domaine, Monique travaillait dans le jardin quand elle vit une jeune femme s'approcher. Elle devait avoir une trentaine d'années. Elle portait un jeune enfant dans ses bras. « Madame Monique » demanda la femme timidement. « Oui, ma chère. Je peux vous aider ? Je m'appelle Chloé Duval. Je suis la petite fille de Paul, votre frère aîné. Mon père était son fils. » Monique laissa tomber sa ouïe immédiatement et s'approcha. « Paul. Vous êtes de la famille ? » ? « Oui. Mon grand-père est décédé quand j'étais adolescente. Mais avant de partir, il parlait toujours d'une petite sœur que la famille avait dû donner en adoption. Une petite sœur nommée Monique. Quand j'ai entendu parler de l'histoire de la coopérative, des recherches légales, j'ai vu votre nom et j'ai pensé, serait-ce elle ? » Monique se mit à pleurer. Encore de la famille. Il y avait encore de la famille dont elle ne connaissait même pas l'existence. « Entrez, s'il vous plaît, entrez et racontez-moi tout sur Paul, sur vous, et sur ce magnifique bébé. » Chloé devint une autre pièce importante de la vie de Monique. Elle vivait à Marseille, mais commença à visiter régulièrement le domaine. Elle amena d'autres parents, des cousins, des oncles, des neveux que Monique n'avait jamais su qu'elle avait.
l'arbre généalogique de la famille Leroy, qu'elle pensait presque éteint, s'avéra être bien plus grand et complexe qu'elle ne l'imaginait. Chaque nouvelle découverte d'un membre de la famille était une célébration. Monique rencontra des dizaines de parents au fil des ans, chacun apportant un morceau de l'histoire familiale manquante. Elle apprit les traditions familiales, les talents qui semblaient se transmettre de génération en génération, les traits physiques qui se répétaient. Et elle découvrit que la tache de naissance en forme de croissant de lune, qu'elle croyait unique, apparaissait chez plusieurs membres de la famille. C'était une caractéristique génétique des Leroy, quelque chose qui les reliait à travers les générations. Monique utilisa également une partie des ressources pour créer de petites archives familiales. Elle rassembla toutes les vieilles photographies, les documents, les lettres et les histoires orales en un seul endroit. Elle engagea quelqu'un pour tout numériser et créer une base de données accessible à tous les membres de la famille. C'était une façon de s'assurer que l'histoire ne se perdrait plus, que les générations futures sauraient d'où elle venait. Quand Monique fêta ses 70 ans, la coopérative organisa une grande fête au domaine. Des gens de tout le département vinrent. Il y avait des centaines d'invités, membres de la coopérative, familles, amis, personnes qui avaient été inspirées par l'histoire de Monique. Pierre prononça un discours émouvant sur sa sœur, sur la femme incroyable qui avait transformé l'abandon en communauté, la perte en gain, la douleur en guérison. Ma sœur Monique, dit-il, la voix brisée, a passé 68 ans sans savoir qui elle était vraiment. Mais quand elle l'a découvert, elle n'a pas gardé cette découverte pour elle seule. Elle l'a partagée, elle s'est battue, elle a construit quelque chose qui profite à des centaines de personnes. C'est plus que du courage. C'est de l'amour dans sa forme la plus pure. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti et que le domaine était silencieux, Monique sortit se promener sur la propriété. La lune était pleine, éclairant tout d'une lumière argentée. Elle alla jusqu'à la source, l'endroit où tout avait vraiment commencé à changer. L'eau jaillissait toujours, limpide et froide, entre les pierres. Monique s'agenouilla et toucha l'eau, sentant le froid parcourir ses doigts. Cette source avait été là tout ce temps, cachée, attendant d'être découverte. Tout comme son histoire, tout comme sa famille, tout comme son but. Ça en valait la peine, dit-elle à voix haute, à l'univers, à ses parents décédés, à elle-même. Toute la souffrance, toute la douleur, toute la recherche. Ça en valait la peine. Et là, à cet instant, Monique Leroy comprit quelque chose de fondamental. Elle n'avait pas été abandonnée. Elle avait été envoyée dans un voyage. Un voyage long et douloureux qui lui avait pris toute une vie, mais qui l'avait finalement ramené là où était sa place. De retour à la maison. 5 ans après avoir acheté le domaine, Monique était toujours active dans la coopérative, mais elle avait commencé à déléguer davantage de responsabilités aux membres plus jeunes. Elle voulait s'assurer que le projet lui survivrait, qu'il ne dépendrait pas d'une seule personne. Elle commença à consacrer plus de temps à l'écriture. Elle se mit à documenter son histoire, non seulement pour la famille, mais pour quiconque aurait besoin de lire sur les nouveaux départs, sur le fait de ne jamais abandonner, sur la recherche de sens même dans les circonstances les plus difficiles. Le livre, intitulé « Sous le tapis, un retour aux sources », fut publié par une petite maison d'édition dédiée aux histoires vraies. Ce ne fut pas un best-seller national, mais il se vendit bien dans la région et toucha profondément tous ceux qui le lurent. Monique recevait des messages émouvants de lecteurs, des personnes adoptées qui se sentaient représentées, des personnes qui avaient perdu leur terre à cause d'usurpateurs et trouvaient l'inspiration pour se battre, des personnes qui traversaient simplement des moments difficiles et avaient besoin d'espoir. Un de ces messages venait d'une femme de 60 ans qui venait de perdre son mari et se sentait complètement perdue. Elle écrivit que l'histoire de Monique lui avait fait réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'il y a toujours un nouveau chapitre qui attend d'être écrit. Monique répondait personnellement à chaque message. Elle savait ce que c'était que de se sentir seule, perdue, sans espoir. Si son histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une seule personne, tout l'effort en valait la peine. La coopérative continuait d'innover. Ils introduisirent un programme d'écotourisme où les visiteurs pouvaient passer quelques jours au domaine, apprenant sur l'agriculture durable, l'histoire locale et les pratiques coopératives. Le programme fut un succès, apportant des revenus supplémentaires et diffusant encore plus le modèle coopératif. Monique adorait accueillir les visiteurs. Elle aimait se promener dans les champs avec eux, racontant des histoires, enseignant sur les plantes locales, expliquant le fonctionnement de la coopérative. Elle voyait dans les yeux des visiteurs le même enchantement qu'elle avait ressenti en découvrant son histoire. Certains visiteurs revenaient plusieurs fois, amenaient des amis,
de la famille. Il disait qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce domaine, une énergie de renouveau et d'espoir qui était palpable. Monique souriait en entendant cela. Elle savait exactement ce qu'il ressentait. C'était l'énergie d'une histoire qui avait trouvé sa conclusion, d'un cercle qui s'était refermé, d'un héritage qui avait été honoré. Mais tout n'était pas rose. La coopérative a fait face à des défis au fil des ans. Il y a eu des périodes de sécheresse où la production a chuté. Il y a eu des différends internes sur les décisions de gestion. Il y a eu des membres qui sont partis, mécontents de la répartition des bénéfices ou de la direction prise. Monique a appris que construire quelque chose de durable était un travail constant. Il ne suffisait pas d'avoir bien commencé. Il fallait nourrir, ajuster, parfois faire des choix difficiles. L'une des plus grandes crises est survenue lorsqu'un grand distributeur a offert d'acheter toute la coopérative pour une somme substantielle. Certains membres voulaient accepter, y voyant leur chance d'avoir enfin une sécurité financière. D'autres, dont Monique, voulaient conserver leur indépendance. Les réunions furent tendues, il y eut des discussions animées. Des familles amies commencèrent à s'éloigner à cause de leurs divergences d'opinion. Ce fut Georges Dubois, maintenant âgé de plus de 90 ans mais toujours lucide, qui apporta une perspective. « Souvenez-vous pourquoi nous avons commencé ça, dit-il lors d'une réunion. Ce n'était pas seulement pour l'argent. C'était pour la justice, pour la communauté, pour construire quelque chose qui nous profiterait à tous, pas à quelques cadres dans une grande ville. Si nous vendons maintenant, nous gagnons de l'argent, oui. Mais nous perdons l'âme de ce que nous avons construit. » Ces paroles firent la différence. La coopérative vota pour rester indépendante, mais avec des concessions. Ils augmentèrent les paiements pour les membres les plus anciens et les plus nécessiteux. Ils ajustèrent la structure de gouvernance pour être plus démocratique. Ils créèrent un fonds d'urgence pour les périodes difficiles. La crise passa et la coopérative en sortit plus forte, mais elle avait laissé des blessures qui mettraient du temps à guérir. Monique apprit que l'idéalisme devait être équilibré par le pragmatisme, que les gens étaient complexes et avaient des besoins différents, que le leadership consistait autant à écouter qu'à guider. Quand Monique eut 74 ans, Georges Dubois s'éteignit. Paisiblement, chez lui, entouré de sa famille. Mais la perte fut dévastatrice pour Monique. Georges avait été son ancre depuis le premier jour, l'homme qui avait connu ses parents biologiques, qui l'avait aidé à chaque étape de son parcours. L'enterrement fut immense. Georges était aimé de tous. Monique prononça l'éloge funèbre, parlant de son amitié avec Jean, de la façon dont il avait gardé les souvenirs vivants, de son rôle fondamental dans sa reconnexion avec ses racines. « Il avait promis à mon père de prendre soin de moi, » dit Monique en larmes. Et il a tenu cette promesse des décennies plus tard, quand je suis rentré à la maison sans même savoir que je rentrais. Georges était plus qu'un ami. Il était un pont entre le passé et le présent. Il était la mémoire vivante de ma famille. Et maintenant, il est avec eux, enfin réuni avec son meilleur ami, Jean. Après le départ de Georges, Monique sentit le poids des ans. Son corps lui faisait plus mal, elle se fatiguait plus facilement. Mais son esprit restait vif et sa détermination inébranlable. Elle commença à penser davantage à son propre héritage. Que adviendrait-il du domaine, de la coopérative, de toute l'histoire qu'elle avait construite quand elle ne serait plus là? Elle en parla avec Pierre. Son frère, maintenant âgé de 70 ans, sentait aussi le poids de l'âge. Nous devons nous assurer que cela continue, dit-elle. Que ça ne dépende pas de nous. Que ce soit plus grand que n'importe quel individu. Ensemble, ils travaillèrent avec des avocats pour mettre en place une structure juridique qui garantirait la pérennité de la coopérative. Le domaine serait maintenu dans une fiducie communautaire, gérée par la coopérative mais appartenant à toute la communauté. Aucun individu ne pourrait le vendre ou prendre des décisions unilatérales. Ils créèrent également une fondation éducative, financée par un pourcentage des bénéfices de la coopérative. La fondation offrirait des bourses d'études, des programmes de formation et de préservation de l'histoire locale. C'était un travail complexe et long, mais nécessaire. Monique voulait s'assurer que lorsque son heure viendrait, tout ce qu'elle avait construit ne s'effondrerait pas. Fin de l'histoire. Nous arrivons à la fin de ce voyage émouvant de Monique Leroy. Et maintenant, nous voulons connaître votre opinion. Qu'avez-vous pensé de cette histoire de retrouvailles et de dépassement de soi? Avez-vous, vous aussi, vécu une expérience de redécouverte de vos racines? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un j'aime. Plus important encore,
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes que nous vous proposerons.